On commence. Il y a les 3 classes. On a 3 classes là, c'est bon? Top. Parce que certains doivent partir à 16h. Donc. On va quand même faire une demi-heure, mais je vais essayer en un quart d'heure d'avoir le principal. Donc bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Mathieu Hacher. Je suis professeur à l'INSA de Rennes, ici. Je suis à domicile. Je suis chercheur en informatique, en sciences du logiciel et en intelligence artificielle. Et je suis très intéressé par les échecs. J'en ai fait à haut niveau quand j'étais petit. Maintenant, beaucoup moins, mais je m'y intéresse toujours autant parce qu'en tant que chercheur, on se doit d'être curieux et puis on a cette liberté de pouvoir penser à des questions comme est-ce qu'un perroquet joue mieux aux échecs qu'un poisson? Enfin, c'est le genre de questions que je me pose le matin. Alors, qu'on soit clair, je ne vais pas vous parler de vrais perroquets ou de vrais poissons. Je ne saurais pas comment les faire jouer aux échecs. Je pense que personne n'a vraiment réussi à faire ça. Donc c'est une image pour nommer côté perroquet ChatGPT et côté poisson Stockfish. ChatGPT, je pense qu'il est plus connu que Stockfish. Tout le monde a utilisé ChatGPT? Non. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as déjà essayé et tu veux pas continuer à l'utiliser? Jamais de ta vie? Non. Ok, intéressant. Pourquoi pas? Mais essaye quand même. Après, tu te feras ton avis. Mais bon, vous voyez à peu près ce que c'est. Et les échecs, ça vous parle? Vous êtes des cracks? Vous connaissez le fonctionnement du jeu? Super, parce qu'on va parler de ChatGPT et du jeu d'échecs. Donc, vous l'aurez compris, c'est un combat entre 2 intelligences artificielles. Là, dans les médias actuels, on parle souvent d'intelligence artificielle, sous-entendu c'est ChatGPT. Il n'y a pas que ChatGPT dans la vie, il y a d'autres formes d'intelligence artificielle, comme Stockfish. Donc à ma gauche, le perroquet, c'est un modèle de langage, une intelligence artificielle générative qui a pour but, fondamentalement, de deviner la suite d'une phrase, de compléter un texte. Et ce modèle de langage a été, on va dire, accusé d'être un perroquet qui a vu plein de choses sur Internet et qui se contente finalement de répéter les choses sans les comprendre. C'est l'accusation, on va dire. Qui a un fondement scientifique, en vrai. Et puis à ma droite, c'est le poisson, Stockfish, poisson séché. Donc c'est une blague des créateurs de Stockfish. J'ai toujours pas compris pourquoi, mais bon, admettons quoi. Donc c'est un poisson qui ne fait que jouer aux échecs. C'est sa seule tâche. Par contre, il est super fort aux échecs. Il a un niveau surhumain. Et c'est aussi de l'intelligence artificielle parce qu'il doit explorer plein de positions et les évaluer de manière quand même assez intelligente. Et c'est aussi une IA. Donc on peut se poser la question, est-ce que le perroquet va pouvoir rivaliser d'une certaine façon avec le poisson? Et je vais surtout parler de perroquet. Donc ChatGPT, c'est un perroquet artificiel, mais on peut se poser des questions sur ses capacités, on va dire, d'intelligence sur plein de tâches, parce que il y a des biologistes qui se sont posé la question pour des vrais perroquets et ils sont arrivés à des conclusions super intéressantes, comme l'étude de Alex, là, qui est un perroquet un peu spécial, qui a réussi à apprendre plus de 100 mots, qui sait compter jusqu'à 8 et qui sait faire des additions et des soustractions. Impressionnant. Je ne savais pas que les perroquets étaient aussi balèzes, quoi. Et donc on peut se poser un peu le même genre de questions sur ChatGPT, mais on est dans un environnement complètement différent. On va essayer de suivre des méthodes scientifiques relativement inspirées, mais c'est quand même un monde différent. Alors ChatGPT, on peut l'utiliser pour des tas de choses. Donc moi je l'utilise pour programmer dans mon travail. Quand j'ai un doute sur l'orthographe, éventuellement je peux lui demander un conseil, même si parfois j'ai beaucoup de doutes. On peut générer des images,
on peut traduire du texte, on peut demander des informations. Donc il y a de plus en plus de tâches qui sont considérées quand tu utilises ChatGPT pour t'aider à faire des maths, pour répondre à des faits historiques ou des choses comme ça. Il faut se méfier à chaque fois de la véracité et de la qualité des réponses, mais en tout cas, sur des tâches de plus en plus diverses, on observe des comportements de plus en plus intéressants de la part de ces IA génératives. Donc les chercheurs étudient assez rigoureusement ce que font ces IA génératives pour de bon, au-delà du buzz, au-delà de l'anecdote. Et puis les autres choses qu'on regarde, c'est par exemple le coût énergétique qu'il y a derrière. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser autant d'énergie étant donné une tâche ? Alors, comment marche ChatGPT ? Fondamentalement, tu lui poses un texte, par exemple, quelle est la meilleure école d'ingénieurs de France ? Cela commence par un I et finit par un A et c'est à Rennes. Donne-moi juste l'acronyme. Il doit répondre à cette question. Et il dit évidemment INSA. Mais fondamentalement, ce que fait l'IA générative, ce que fait ChatGPT, c'est de compléter le texte. C'est-à-dire que la question que tu poses quand tu utilises ChatGPT, c'est ce qu'on appelle un prompt. C'est un mot anglais, mais qui est tellement utilisé que je peux difficilement le traduire en français. Donc c'est un prompt. Quelle est la meilleure école d'ingénieurs de France ? Blablabla. Et le but de ChatGPT, c'est de compléter cette phrase. Et comment il va s'y prendre ? Il va essayer de regarder les probabilités, les chances que le mot qu'il va choisir est le bon. Probabilité, ça va ? Ouais. Comme les échecs, comme ChatGPT, vous êtes auto. Ok, super. Donc, probabilité, vous voyez, c'est les chiffres à droite. Par exemple, L, il a 42% de chance d'être après le prompt qui va bien. C'est comme ça que marche ChatGPT. Et alors, vous allez me dire, mais il va uniquement sélectionner la probabilité la plus forte. Alors, c'est un mode de fonctionnement possible, mais en vrai, il y a parfois un facteur de créativité qui fait que ChatGPT, parfois, remet en cause un petit peu les probabilités, ne choisit pas forcément la plus haute, au fur et à mesure de sa complétion. Donc, c'est pour cette raison que parfois, vous utilisez ChatGPT, vous répétez plusieurs fois la même question et vous obtenez des réponses différentes. Alors dans mon exemple, c'est toujours l'INSA la meilleure école, ça c'est clair, mais la tournure de la réponse est différente. Je ne sais pas si vous avez vu, des fois c'est l'école à laquelle, l'école dont, nanana, c'est pas tout à fait la même phrase, la même complétion finalement. Donc ça s'explique par le fait que la complétion peut changer en fonction des probabilités choisies. Bon, la bonne nouvelle dans notre cas, c'est que sur le fond, c'est toujours la même réponse. Donc ça c'est plutôt rassurant, mais parfois ça peut être différent. Des fois, on peut te répondre 42 alors que c'est 37. Là, c'est plus problématique, j'ai envie de dire. Techniquement, comment ça marche ? ChatGPT, à chaque fois, essaye de compléter mot par mot, et en fonction des complétions successives, met à jour les probabilités en fonction de ce qui a été tiré précédemment. C'est un modèle, ce qu'on appelle autorégressif. Donc là, la petite démo, l'école à laquelle, vous voyez les probas qui se mettent à jour ici, tu penses, et l'INSA. Et au moment de vraiment choisir l'école, parce qu'avant c'était plutôt une phrasée, INSA est à 88%, très certainement parce que dans le prompt, il a localisé que INSA Rennes, il y avait une forte similarité, et que la chance que ce soit INSA était supérieure à IRISA, INRIA, ENS, qui sont d'autres organismes. Donc, vous voyez le principe, quoi. Et ChatGPT a été entraîné sur une grande partie d'Internet, donc a lu plein de pages Wikipédia, plein de messages de forum, plein de vidéos YouTube, plein de codes ici et là, ce qui lui a permis d'établir des probabilités et de te permettre de compléter les choses. Mais ce mode de fonctionnement, on peut s'interroger, on peut se dire, mais
par rapport aux échecs, est-ce que ça va marcher, quoi, cette histoire de complétion de texte? Parce que ce qui nous intéresse ici, c'est pas de vous expliquer ChatGPT en tant que tel, c'est de vous expliquer est-ce que cette IA générative est intéressante dans le cadre du jeu d'échecs. Donc comment on s'y prend pour étudier une telle intelligence artificielle par rapport à la tâche qui est jouer aux échecs, qui est différente de traduire un texte ou le résumer ou répondre à une question. Donc la première question qu'on se pose, c'est comment dialoguer avec ChatGPT. Donc tu peux utiliser une image, mais pas très bon. Tu peux utiliser la voix, mais la voix, en fait, ça se rapporte au texte par traduction. Donc on va utiliser le texte. D'accord ? Certains chercheurs ont essayé de le faire en langage naturel, en anglais, en étant très verbeux, très descriptif, etc. Ça ne marchait absolument pas. Niveau catastrophique, que des coups illégaux. Et puis, un beau jour, on s'est dit, ah tiens, si on essayait de parler à ChatGPT dans un langage spécifique dédié aux échecs. Avec deux arguments. C'est que le langage, il est plus précis, il est plus structuré, il est plus dédié au monde des échecs. Donc, il y a peut-être moins de chances de répondre et de faire du hors-sujet, par exemple. Et puis, il y a un autre argument, c'est que ChatGPT a été entraîné sur Internet, et dans Internet, une sous-partie d'Internet contient plein de parties au format PGN. Quand on se dit plein de parties, ça peut être des millions. Parce que quand vous jouez en ligne, toutes les parties sont sauvegardées dans ce format-là. Donc peut-être par chance, ChatGPT a été entraîné pour prédire la suite de coups contenus dans des parties au format PGN. Alors le format PGN, là on rentre un peu dans les échecs, mais pas trop, c'est juste pour vous donner l'intuition. Quand je dis 1.E4, E5, 1 c'est le premier coup de la partie. D'accord ? Donc ça c'est... Par contre, quand je dis E4, à votre avis, c'est quoi E4 ? Ouais. Gaz. Ouais, laquelle ? A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4. Là. C'est ça que tu avais en tête ? Ok, super. Bah ça, c'est E4. Donc, ce qu'on spécifie là, c'est la case d'arrivée de la pièce, donc E4. Et il s'avère que pour aller en E4, il n'y a que le pion qui était en E2 qui peut atteindre cette case. Donc, c'est une information qui est non ambiguë et précise, qui permet de jouer le pion E2 de l'avancée de 2 cases en E4. Donc ça, c'est le premier coup, blanc. Et E5, c'est un peu la même chose de l'autre côté. Tu avais le pion qui était en E7 et il va en E5. Et après, tu as BC4. B, c'est pas du français. On aime bien l'anglais en informatique. C'est B pour bishop, fou. Donc ça, c'est le fou qui allait en C4. N, c'est pour cavalier. Et Q, c'est pour dame. Donc vous voyez, le dernier coup joué dans la partie, c'est dame, H, Queen, H5. Bon, c'est comme ça que marche la notation qui a été inventée il y a une quarantaine d'années. Et il y a plein de parties historiques très récentes qui sont dans ce format. Une autre spécificité de PGN, c'est que tu as en marge de la partie, avant la partie, tu as des en-têtes PGN, c'est des informations contextuelles sur la partie. Par exemple, qui a les pièces blanches, qui a les pièces noires, où ça s'est déroulé, quel est le résultat de la partie, quel est le elo. Le elo, c'est la force d'un joueur, et plein d'informations de ce genre-là. Donc notre ami Grant, qui était catastrophé par le niveau de ChatGPT le 6 septembre 2023, en disant « Ah, il est nul, il fait que des coups illégaux, etc. » Il revient là, le 19 septembre 2023, donc 13 jours après, et il dit « Ah, mais attendez, j'ai trouvé un truc là. C'est-à-dire que si tu communiques avec ChatGPT via le langage des échecs, c'est-à-dire PGN, là, il se passe des choses. »
Là, ça devient plus intéressant. Et il semble dire que c'est un niveau qui mérite l'attention, quoi. Donc là, c'est parti. On peut peut-être envisager de reproduire les affirmations de notre ami chercheur américain et de se dire, peut-être que c'est une bonne idée, c'est-à-dire que finalement, le prompt, plutôt que d'écrire un long texte en français sur les règles des échecs, etc., peut-être qu'on peut simplement lui donner le début d'une partie au format PGN. Il n'a plus qu'à compléter la partie toujours au format PGN en indiquant les cases. Donc vous voyez, là, c'est le début de la partie, c'est E4, E5, Bishop, Fou C4, cavalier C6, Dame H5. Et là, selon les probabilités, il va peut-être jouer, par exemple, le pion en G6. Ce qui est plutôt une bonne idée parce que ça empêche le mat. Et on espère que c'est ça, en vrai, parce que c'est un des meilleurs coups. Et comment ces probabilités, elles ont été établies ? Par entraînement sur un sous-ensemble d'Internet qui concerne les parties. Enfin, du moins, c'est ce qu'on espère. Donc à ce stade, on sait à peu près comment communiquer avec ChatGPT, avec le perroquet, mais on ne sait pas dire si vraiment c'est la panacée et quel niveau ça donne, et même s'il y a des coups légaux qui sont joués de bout en bout. Et on peut être quand même sceptique parce que au jeu d'échecs, il y a quand même 10 exposants 40 parties valides. 10 exposants 40, ça veut dire 1 suivi de 40-0. Donc on ne peut pas mémoriser un tel nombre de parties. C'est juste pas possible. On ne peut même pas les stocker. 10 exposants 40, c'est hors de question avec la technologie actuelle. 10 exposants 20, ça serait éventuellement possible, mais il faudrait qu'on monopolise pas mal de ressources. Donc 10 exposants 40, c'est même pas la peine. Donc très rapidement, ce qu'on se dit, c'est que ChatGPT, il va tomber sur des séquences de coups inédites qu'il n'aura jamais vues. Et dans ce cadre-là, il y a un vrai risque qui nous sortent des saucisses, qui nous hallucinent, comme on dit parfois dans le jargon, et qui jouent n'importe comment. N'importe comment, ça peut être des coups illégaux, c'est-à-dire qui ne sont pas permis par les règles du jeu, ou des coups de très mauvaise qualité. C'est l'hypothèse qu'on peut avoir, vu la nature du jeu et le mode de fonctionnement de ChatGPT. Mais après, c'est une hypothèse scientifique, c'est-à-dire qu'on peut aussi la réfuter. Quoi qu'il arrive, on ne fait pas de discussion de comptoir ici, on essaye de faire de la science, on essaye de savoir qui a raison, et donc on essaye de mettre en place un protocole expérimental pour répondre à cette question. Et la grande idée, c'est de faire jouer le perroquet contre d'autres joueurs, et c'est là où notre poisson intervient. On pourrait jouer contre des humains, mais il y a le biais lié à la force des humains, et puis ça va être difficile de collecter tant de parties que ça. Donc le mieux, c'est d'avoir d'autres programmes informatiques, d'autres intelligences artificielles qui sont confrontés à ChatGPT, et on fait jouer le perroquet contre le poisson. Le gros problème de Stockfish, c'est qu'il est beaucoup trop fort. C'est son gros défaut. Beaucoup trop fort, à tel point que Carlsen, qui est considéré comme un des meilleurs joueurs d'échecs de l'histoire, il dit il n'y a aucune chance contre Stockfish. Si je joue 100 parties, je vais certainement me faire battre 100 fois. Alors, on est à ce niveau-là, c'est surhumain, le niveau stratosphérique des moteurs d'échecs. Peut-être qu'il va arriver à tirer quelques nuls, mais c'est même pas clair. Donc, ChatGPT, il va peut-être se faire ratatiner par Stockfish, le poisson. Si on fait jouer 1000 parties et qu'il se fait exploser 1000 fois, on va rien apprendre, quoi. Donc, il faut qu'on réagisse, il ne faut pas qu'on joue contre le vrai poisson. Il faut qu'on joue contre des variantes volontairement affaiblies de Stockfish, moins fortes. Et ça existe. Tu peux paramétrer, tu peux configurer Stockfish pour qu'il joue moins bien. Pour les parties d'entraînement, typiquement. Et tu peux configurer ce qu'on appelle son Elo. Donc c'est sa force. Et tu peux baisser, donc tu peux avoir un niveau simplement grand maître. C'est déjà énorme, mais moins fort que le top niveau. Et puis tu peux baisser jusqu'à ce que ça soit niveau joueur de club, voire niveau débutant ultime. Comment ça fonctionne en vrai, je vous ai montré un peu le code source là.
le programme informatique, en fait, il fait exprès de mal jouer de manière aléatoire à un moment dans son fonctionnement. C'est pour ça qu'il est de fait moins bon. Donc là, c'est intéressant parce qu'on se retrouve avec des variantes du poisson qui sont battables. Il peut se passer des choses, et même on espère que ChatGPT va pouvoir rivaliser avec de telles variantes du moteur avec un niveau affaibli. Donc on essaie de répondre à deux questions. La première, c'est est-ce que le perroquet va jouer des coups légaux de bout en bout et finir la partie ? Il ne va pas inventer des cases ou inventer des coups qui ne sont pas possibles. Et la deuxième question qu'on se pose, c'est quel est le score que va obtenir notre perroquet face à ces poissons. Qu'est-ce qu'il va gagner des parties, combien, est-ce qu'il va faire des matchs nuls, etc. Alors quand tu fais ça, de la même manière que les biologistes et compagnie, il faut maîtriser tout un ensemble de facteurs. Donc déjà, il y a plusieurs perroquets possibles. J'ai dit ChatGPT, j'ai dit à un moment, j'ai parlé de Mistral peut-être, mais en fait, il y a plein de variantes du perroquet. Ils ont des noms bizarres comme GPT-4, GPT 3.5, etc. C'est des versions, des évolutions de l'IA générative qui font que ça mérite une attention. Donc ça, c'est le premier point. Après, tu as des paramètres sur la créativité, on appelle ça la température. Je n'ai pas le temps de l'expliquer, mais ça peut aussi jouer dans les performances des perroquets. Et après, un point important, c'est qu'il faut absolument diversifier les expériences, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de jouer 2 parties et de dire il est nul, il est fort. Il faut en faire plusieurs dans des conditions différentes, avec des débuts de partie différents, contre des variantes du poisson avec des niveaux différents. Comme ça, on peut conclure des choses un peu robustes et assez intéressantes. Si on se contente de faire 3 parties, ça va être inintéressant. Donc c'est ce qu'on a fait, et on a automatisé le fait que le perroquet joue avec le poisson. Parce que si tu le fais à la main, c'est l'enfer, quoi. Donc tu peux programmer l'expérience, et c'est ce qu'on fait beaucoup en informatique. Les résultats clés sont les suivants, c'est que tu as des modèles qui sont catastrophiques, par exemple Taxt d'Avinci 003, son nom de code, c'est 100% de partie illégale, incapable de jouer une partie correctement. Et puis après, tu as GPT-4 et GPT 3.5 Turbo Instruct qui commencent à être intéressants. Et le plus intéressant de tous, c'est le 3.5 Turbo Instruct qui atteint un niveau de 1750. Alors 1750, vous allez me dire, c'est quoi ce chiffre ? J'y connais rien aux échecs. 1750, c'est pas si mal. C'est bon joueur de club, quoi. Et bon joueur de club, quand on connaît le fonctionnement des IA génératives qui ne font que compléter du texte, c'est assez surprenant. En tout cas, on ne s'y attendait pas forcément. 1750, c'est pas non plus la panacée, c'est-à-dire qu'il y a plein de joueurs qui sont au-dessus de ce niveau-là, évidemment. Mais voilà, ça montre quand même une certaine qualité, et puis surtout la capacité à jouer de nombreuses parties légales et à les finir. Par exemple, il y a une partie qui a duré 174 coups, et le ChatGPT a réussi à ne jouer que des coups légaux pendant 174 fois, sans voir l'échiquier, un peu à l'aveugle, on peut dire. Donc c'est assez remarquable, et c'est un résultat hyper intéressant. Un autre résultat hyper intéressant, c'est qu'on observe que GPT-4 est moins bon que GPT 3.5. Or, normalement, le 4, c'est la version supérieure à 3.5. Eh bien, c'est un fait, c'est un état de fait, c'est que le 4 est moins bon que le 3.5. Donc il y a plusieurs hypothèses qui sont discutées, et une qui est une des plus probables, c'est que GPT-4 a eu ses performances dégradées parce qu'il a été entraîné sur d'autres tâches et ils n'ont pas fait gaffe, ça a détérioré les performances sur d'autres. Notamment sur les tâches où tu dois avoir une conversation avec un humain. Cette phase-là peut détériorer d'autres tâches plus structurées de raisonnement. En tout cas, c'est l'hypothèse retenue ici. Donc, qui gagne ? Le poisson.
indiscutable, limite par construction, parce que Stockfish est encore une fois à un niveau surhumain. Mais les capacités émergentes de ChatGPT, sa capacité à jouer aux échecs, sont quand même très étonnantes, parce que simplement en prédisant la suite de mots à compléter, il atteint quand même un niveau de 1750 et est capable de jouer des parties de bout en bout. Ce qui a étonné pas mal de... Je vais commencer avec le pion E2 en E4. Ok, E4, solide. Je réponds avec C7 en C5. Défense sicilienne. Oh, t'es chaud, vas-y, je joue fou F1 en C4. Ok, F1 en C4. Moi, j'avance D7 en D6. On continue. Ok, propre. Là, je vais jouer dame D1 en H5, mine de rien. Ah, t'as vu la faille directe. Ok, je sors mon cavalier G8 en F6, histoire de bloquer un peu. Ok, je fais dame H5, prend F7, échec. Bien vu, je bouge mon roi en E7 pour esquiver. T'as pas le droit, il y a un pion en E7. Ah ouais, bien vu frérot. Dans ce cas, je déplace mon cavalier en H5 pour bloquer la dame. Pas le droit, t'es en échec. Ton roi, il est en E8. Ouais, mon roi il est en E8. Donc ce que je vais faire, c'est que je bouge mon pion D6 en E4. J'ai une dame en F7 qui fait échec à ton roi en E8. Il faut que tu pars à l'échec. Ah ouais, t'as le roi en échec, pars-toi. Non, c'est ton roi qui est en échec. Ah mince, t'as raison. Bon bah là, je flippe, je peux plus résister. Bien joué, c'est maths. Donc c'est une vidéo qui est sur TikTok, qui a fait 1 million de vues, qui est drôle, parce que ça montre que ChatGPT invente des coups et ne comprend pas forcément comment jouer correctement aux échecs. Oui, c'est drôle, il n'y a pas de problème, mais vu ce que je viens de vous raconter, attention, parce que la manière dont a communiqué Julien Song, là, qui est l'acteur principal de cette vidéo, c'est via la voix et d'une manière non structurée, en tout cas pas de la manière dont je vous ai expliqué avec le format PGN. Donc en gros, il n'a pas activé les capacités de ChatGPT correctement pour jouer aux échecs. Bon, c'est difficile de lui en vouloir, il fait une vidéo marrante, drôle, divertissement, etc. Mais on ne peut pas s'appuyer sur cette vidéo pour dénigrer de manière générale ChatGPT. Si on le fait sérieusement, on découvre que ChatGPT, en vrai, a un niveau pas des coups comme dans la vidéo. Ça, c'est le premier point. D'où l'importance d'avoir une certaine rigueur scientifique et d'explorer plein d'hypothèses. La deuxième chose, c'est que cette vidéo a été tournée récemment. Tout est relatif, mais c'est quelques mois. Et donc utilise des modèles très récents. Plus récents que ceux que j'ai présentés. Or, il y a un résultat qui est assez surprenant, c'est que les modèles récents, comme GPT-5 qui vient de sortir il y a un mois, sont moins bons aux échecs que GPT 3.5 Turbo Instruct, qui a pourtant 2 ans et demi de retard en termes de chronologie. Alors pourquoi ? C'est un peu le questionnement du moment. Est-ce que c'est dû à la tâche jouer aux échecs qui n'est pas si adaptée au modèle de langage ? Est-ce que GPT-5 délaisse certaines tâches au profit d'autres ? En tout cas, c'est le questionnement. Factuellement, les modèles récents sont moins bons que les modèles d'il y a 2 ans aux échecs. Est-ce que c'est grave ? Je pense que les gens de OpenAI ou de Mistral, ils s'en foutent un peu parce que les échecs, c'est pas le business, la tâche majeure qui les occupe. Mais tout de même, c'est intéressant de l'observer. Donc ce qu'il faut retenir finalement de tout ça, c'est d'une part qu'en informatique, à l'instar des biologistes et des ornithologues, on effectue des expériences, on observe des sujets, des objets, certes artificiels, mais complexes. C'est nous, humains, qui les avons fabriqués, mais ce n'est pas pour autant qu'on les comprend de bout en bout. L'IA générative en fait partie. De l'importance de la recherche scientifique, d'être rigoureux et de maîtriser plein de paramètres, parce que si tu ne le fais pas, tu peux passer à côté de certaines trouvailles et par exemple dénigrer le niveau de ChatGPT et dire qu'il est nul, alors qu'en fait, il n'est pas si mauvais si tu t'y prends bien. Il y a un troisième point, c'est que ChatGPT est souvent accusé d'être un perroquet stochastique, sous-entendu répète sans comprendre les choses. Le débat est ouvert dans la communauté scientifique, mais au vu des résultats présentés,
on peut remettre un peu en cause cette accusation de perroquet stochastique. Et enfin, l'histoire continue. C'est-à-dire que là, GPT-5 qui vient de sortir est très mauvais aux échecs, mais peut-être que GPT-6 sera meilleur. Ou peut-être il sera encore pire que GPT-5. On ne sait pas. Le Graal, c'est d'avoir une intelligence artificielle générale, c'est-à-dire qui excelle sur tout un tas de tâches. Traduire du texte, résumer du texte, comprendre des faits historiques, aider les scientifiques, jouer aux échecs. Toutes ces tâches-là, il faudrait être bon, mais en l'état, ce n'est pas le cas. Je vous remercie et on peut se prendre quelques minutes pour les questions. Oui. Est-ce que GPT-1 il défonçait tout le monde aux échecs? Non, GPT-1 n'a pas existé, ils sont passés direct au 2. Et GPT-2, je peux t'envoyer un blog post que j'avais écrit en 2020. En fait, il était relativement catastrophique, c'est-à-dire au bout de 15 coups, il commençait à jouer des coups farfelus, illégaux. Mais en vrai, pour l'époque, c'était déjà surprenant de tenir 15 coups. Parce que c'était que de la prédiction de texte, et c'est pas possible, il arrive à jouer aux échecs sans connaître vraiment les règles, sans avoir été trop entraîné dessus, et malgré tout, donc on était content qu'il soit, comment dire, médiocre, mais un niveau de médiocrité intéressant. Mais GPT-2 était moins bon que GPT 3.5. Mais là, après, la courbe s'inverse. Le 4, le 5 sont moins bons. Oui. Vous pensiez que Stockfish a combien de Hello? Alors, c'était estimé. Là, on est à 3650. Et Carlsen à 2850. Donc, l'écart est incroyable. Ouais, donc c'est des niveaux vraiment incroyables. On n'a pas fini le jeu. Donc, il y a encore de la marge, mais vraiment, tu regardes la force de ces moteurs, ça a révolutionné le jeu et ça impressionne aussi. Quoi. Ouais. Et il a jamais réussi à le battre? Qui ça? La personne la plus forte du monde, là, j'ai oublié. Carlsen? Oui. Non, il l'essaye plus parce que ça le gonfle. Par contre, il s'en sert pour progresser. Ça, c'est aussi une des leçons intéressantes à tirer. C'est que, ok, on se fait battre, mais on peut progresser, on peut apprendre de ces intelligences artificielles. Peut-être pas sur toutes les tâches, mais sur certaines, oui. Hop et hop, vas-y. Est-ce que Stockfish aussi progresse, fait des nouvelles mises à jour? Absolument. On va dire tous les jours, toutes les heures, il y a des contributeurs, des programmeurs, des informaticiens qui proposent des améliorations et qui vérifient que la nouvelle variante de Stockfish qu'ils ont proposée bat la précédente. Et ainsi de suite. Et puis tu as un autre phénomène, c'est que Stockfish, c'est un système d'intelligence artificielle hybride où tu as un réseau de neurones qui apprend plein de parties. Et ça, c'est pareil, c'est mis à jour de manière continue. Donc ouais, ça ne cesse de progresser. Ouais. C'est quoi votre ego? Ego? Oui. Ou Hello? Hello. Ego, j'en ai pas. Non, Hello, moi j'ai arrêté de jouer 2340. Donc je me fais exploser par Stockfish ou par le Carlsen. Mais par contre, ChatGPT, je le bats. Comme plein de gens, en fait. Mais 1750, c'est pas mal. Quoi. Ouais. Je pensais qu'une personne qui n'a jamais joué aux échecs, elle a combien de niveaux? Normalement, ça commence à 700. Si j'ai bien suivi, parce que le classement... Mais ouais, c'est à peu près ça. Ouais.
Après, si vous êtes intéressé par le Hello, que j'ai brièvement expliqué, il y a une vidéo intéressante de Science Étonnante sur YouTube. Tapez Science Étonnante Hello, il explique très bien le concept. C'est un concept qu'on retrouve pas qu'aux échecs. Il y a plein de domaines dans lesquels on a besoin de mesurer le niveau des gens ou des robots. Je suis allé vite sur cette partie parce qu'on n'a que 30 minutes. Mais... Ok. Yes. Est-ce que vous pensez qu'un jour ChatGPT pourra battre Stockfish ou pas? Ah, je pense pas. Je pense pas parce que ça serait assez contre-intuitif parce que vraiment Stockfish a été ultra spécialisé dans les échecs, quoi. C'est le fruit d'innovation et de recherche depuis... Donc, avec le mode de fonctionnement actuel de ChatGPT, j'y crois absolument pas. Par contre, il se peut, je ne sais pas si je vais être clair, hein, mais que ChatGPT puisse améliorer Stockfish. Comment ? Stockfish, c'est des lignes de code. C'est de la programmation. D'accord ? J'en ai montré un petit bout là. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la programmation. Voilà. Vous voyez là, c'est du code. Il s'avère que ChatGPT est plutôt très bon en programmation. Donc, pourquoi pas envisager le scénario où tu as ChatGPT qui améliore le code de Stockfish. C'est plus là que je vois la possible avancée. Mais c'est pas dit que ça marche. Parce que... On verra. Oui. C'est quoi comme langage, Stockfish ou C++? Ouais. C++, et après il y a un peu de Python sur la partie réseau de neurones. Et ouais, C++. Et puis très bas niveau aussi, avec plein d'optimisations pour aller super vite. Une autre problématique, pour analyser des millions de coups à la seconde. Ok, bah si vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter, évidemment, avec plaisir. Je peux envoyer les slides, je peux vous donner des références. Puis voilà, quoi. On arrête là ? Merci.